Bien, bonjour à tous. Merci donc d'être venus. Bienvenue à l'école de management de Grenoble. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez cette maison. Avant de vous présenter et d'introduire la conférence de monsieur Albert Dienna, juste quelques mots sur le thème dont il va vous entretenir et la démarche qui est celle que nous avons dans le cadre de cette 10e édition du Festival de géopolitique de Grenoble. Monsieur Albert Dienna, que je vais vous présenter, a créé un cabinet conseil avec une expérience déjà ancienne, puisqu'il a effectivement derrière lui 20 ans de travail comme consultant expert dans un domaine qui est absolument majeur, et je dirais qu'il le deviendra de plus en plus, et je me permets de le dire de façon un peu solennelle aux étudiants de cette maison, c'est-à-dire le domaine de l'expertise et de l'intelligence économique, qui devient d'ailleurs dans un certain nombre de domaines un élément absolument stratégique et même décisif en termes de développement économique, mais pas seulement. Je tiens quand même aussi, ne serait-ce que pour des raisons de courtoisie, à dire à quel titre je suis devant vous pour présenter cette conférence. Je suis l'un des animateurs, le président d'une association d'historiens et de géographes exerçant dans tous les ordres d'enseignement, du primaire à l'enseignement supérieur en passant par le second degré, qui est représenté dans le hall d'entrée par un stand. On vous y accueillera avec plaisir pour vous en parler, qui intervient sur tous les domaines de l'histoire et de la géographie, et donc dans le domaine de M. Dienna, celui de la géoéconomie. Et par voie de conséquence, nous sommes très attentifs à ces questions-là, ainsi d'ailleurs qu'aux questions de géopolitique et aux questions de géostratégie. Donc, je suis Bruno Modica et j'ai le plaisir de donner la parole à M. Albert Dienna, qui a donc créé son entreprise et sa structure, qui s'appelle Ad Initio, dont il vous dira quelques mots avec les spécificités de cette expertise qui est la sienne depuis plusieurs décennies maintenant. Merci. Je vous en prie. Bien, merci. Bonjour à tous. Pour préparer cette conférence, j'ai voulu approcher un sujet de manière peut-être un peu moins sensationnaliste qu'on a l'habitude de le voir dans la presse. Effectivement, les entreprises, acteurs économiques et politiques, ça charrie tout de suite des thèmes un peu type guerre économique ou vision complotiste, et que je trouve un peu réductrice. Donc, pour entrer vraiment dans le vif du débat tout de suite, j'ai voulu vous proposer un certain nombre d'éléments qui sont peut-être qui présentent un tableau peut-être un peu plus complexe, un peu plus moins réducteur à mon sens, sur la manière dont les entreprises finalement anticipent, leurs priorités, elles avancent leurs priorités, elles préparent de nouveaux marchés, de nouveaux produits. Bref, la manière dont elles vont innover aussi. Et en ce sens, oui, effectivement, elles vont jouer un rôle à la fois économique, c'est évident, mais également politique. Et donc, pour ce faire, je vais vous proposer en fait quatre éléments. Le premier, c'est ce maillage d'organisation que je vais présenter tout à l'heure, qui est un ensemble d'organisations où va se mêler à la fois la politique, l'économie, l'industrie, la recherche. Il y a évidemment un deuxième élément qui sont les ressources financières, parce que sans argent, c'est difficile de lancer un certain nombre de programmes et d'actions. Et vous verrez que les sommes en jeu sont absolument colossales et hors normes d'une certaine manière. Il y a aussi une vision immédiatement économique. Il y a toujours une vision industrie, comment on va traduire une idée en marché économique. Et enfin, je dirais, il y a l'outil juridique, l'arme du droit qui est toujours là et qui est toujours très intéressante, enfin qui est plus qu'utilisée dans un certain nombre de cas.
Donc, rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Donc, ce que j'ai appelé l'écosystème d'influence. En fait, il y a déjà une première peut-être une idée reçue déjà taillée un petit peu sur laquelle je voudrais revenir. C'est le principe qui consiste à penser que les entreprises américaines sont essentiellement sur le court terme. C'est effectivement vrai. C'est vrai des entreprises américaines, mais pas que. Mais en parallèle, il y a également toute une réalité qui nous échappe parfois en Europe, c'est-à-dire celle qui vise à finalement externaliser une partie de la réflexion. Et cette réflexion-là, elle est menée par d'autres structures. Elle se fait en dehors des entreprises et des structures que les entreprises elles-mêmes vont contribuer à financer et qui elles-mêmes, évidemment, vont être amenées à réfléchir sur les enjeux et les priorités à venir. Alors, cet écosystème, en fait, il y a 3 grandes sphères. La première, évidemment, sans grande originalité, il y a une sphère économique composée d'entreprises, avec essentiellement donc, le staff dirigeant, le staff technique. Vous avez une sphère d'influence. On va retrouver là aussi un certain nombre de fédérations, enfin d'acteurs que l'on a pour habitude de voir, mais peut-être parfois avec des différentes assez intéressantes, c'est-à-dire que les chambres de commerce, par exemple, américaines, l'AmCham notamment, n'a pas du tout le même type de fonctionnement que l'on peut trouver dans son équivalent européen. C'est vraiment une association, par exemple, de droit privé, donc quelque chose qui est beaucoup plus influent et beaucoup plus actif en termes de lobbying. Et puis, il y a 2 autres structures, je dirais un peu plus distinguées, entre guillemets, si vous me passez cette expression, les think tanks et les fondations, sur lesquelles je vais plus longuement revenir tout à l'heure. Et enfin, vous avez évidemment la sphère politique, composée du législatif et de l'exécutif, fois 50. Parce qu'il ne faut jamais oublier que les États-Unis sont un État fédéral. Donc, ce que vous avez à Washington, vous le multipliez par 50. Et le lien entre ces trois domaines va se faire soit de manière, évidemment, premièrement, financière. Les entreprises vont financer un certain nombre d'acteurs, mais également les fondations vont financer les think tanks, par exemple. Vous avez des liens humains, de passage de l'un à l'autre, public-privé. Vous avez le passage aussi entre les entreprises et les fédérations pour bien faire passer un certain nombre de messages. Et puis, vous avez évidemment le flux d'informations qui, lui, vise effectivement à faire évoluer la politique et les enjeux politiques. Donc, au final, vous avez, dans un certain nombre... Excusez-moi, hop, voilà. Au final, vous avez, dans ce type de structure, chacun joue un rôle bien particulier. C'est un écosystème qui, au fond, est redoutable, car il embrasse bien souvent des problématiques transverses et traite en même temps des enjeux économiques, industriels, scientifiques parfois, culturels aussi. Et va produire justement des idées transverses, oui. Et au final, on peut dire que les entreprises sont à la fois les promotrices parce qu'elles vont financer ces structures et les bénéficiaires de cet environnement-là. Alors, je voudrais faire un focus sur 2 acteurs en particulier. Le premier sont les think tanks. Alors, le think tank, à travers trois caractéristiques qui les distinguent, on va dire, de leurs équivalents européens. Le premier, c'est le revolving door. Le revolving door, qui est donc ce passage, vous savez, ces porte-tambours qu'on trouve dans les hôtels, c'est la manière d'expliquer ce passage du public au privé que l'on trouve aux États-Unis. Le revolving door, en fait, est correspond au spoil system américain. Il faut savoir que probablement vous le savez déjà, mais lorsqu'il y a une administration américaine qui change, c'est 4 à 5 000 personnes qui se retrouvent éjectées du jour au lendemain, dont 1 500 qui doivent être auditionnées par le Sénat. Donc autrement dit, vous n'avez pas, comme en France par exemple, une autre fonction publique apolitique, vous n'avez pas de shadow cabinet comme au Royaume-Uni, mais vous devez avoir des gens qui sont prêts à l'emploi immédiatement et qui peuvent tout de suite intégrer l'administration pour s'atteler aux différents dossiers dont ils ont la charge. Donc il faut impérativement que ces personnes soient expertes, et les experts, on va souvent les trouver dans les think tanks. Ce qui fait que beaucoup de présidents américains, ces dernières années, ont abondamment pioché à la fois en termes d'idées, mais également en termes de personnel. Par exemple, Reagan avec l'Heritage Foundation, ou Obama plus près de nous avec le Center for American Progress, ou la Brookings Institution, qui sont 3 think tanks majeurs à Washington.
Alors évidemment, ce type de structure peut prêter aussi à des dérives, comme parfois on le voit, c'est-à-dire qu'on se retrouve du jour au lendemain du privé en charge ou un acteur important au sein d'une agence fédérale, ou vice-versa, d'une agence fédérale, on se retrouve au sein d'une entreprise privée. Néanmoins, c'est simplement aussi la contrepartie de ce système américain qui encore une fois, fait table rase, je dirais, du passé, à chaque changement d'administration. Le deuxième point, qui est peut-être différent des think tanks européens, c'est la diversité des boards. C'est-à-dire qu'on va avoir des conseils d'administration, appelons-les comme ça, qui sont très diversifiés, au sens où vous allez avoir des hommes politiques, enfin oui, des anciens hommes politiques, vous avez des industriels, des scientifiques parfois, qui font partie de ces boards. Pourquoi ? Parce que leur rôle est beaucoup plus actif dans la gouvernance d'un board de ce que l'on peut trouver en Europe. Ils ont un rôle qui est beaucoup plus actif dans la collecte de fonds, qui est un point qui est névralgique, qui est fondamental, parce que bien souvent, ces think tanks sont évidemment financés par le privé, n'ont pas de subvention publique, et donc il faut impérativement aller chercher des personnes qui sont influentes ou qui ont des moyens et qui font des chèques aussi, tout simplement, pour faire partie on va dire de ces conseils d'administration. L'orientation idéologique, elle est plus ou moins marquée, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais, elle est évidente, mais elle n'est jamais annoncée comme telle, pour une raison assez simple, c'est que ces structures-là sont toutes dites non partisanes et indépendantes. Donc on reviendra plus tard sur cette notion-là. Mais il est évident que si l'envie vous prend d'aller analyser un petit peu les différentes structures, vous verrez que lorsqu'on croise les personnes, lorsqu'on croise les financements, lorsqu'on croise les acteurs et les programmes, les idées qui sont développées, évidemment, ça ne fait pas trop de doute sur l'orientation et on peut assez facilement les intégrer comme conservative, centriste ou progressiste. Les entreprises jouent un rôle très important en ce sens qu'un certain nombre d'entre elles vont avoir une politique de présence au sein de ces boards. Beaucoup, on va retrouver souvent des entreprises, des fonds d'investissement, des cabinets de conseil, des cabinets de lobbying, donc qui elles-mêmes, en fait, finalement, représentent leurs propres clients. C'est notamment le cas de think tanks comme la Brookings, c'est le cas également du Center for Foreign Relations. C'est également le cas, mais alors de manière un peu différente, on va parfois trouver les grandes capitalisations, les grandes entreprises, souvent dans des think tanks qui sont beaucoup plus versés sur les questions de défense ou aéronautique, ou en tout cas ces grands secteurs un petit peu de souveraineté nationale. Et également dans les think tanks européens, économiques, type Peterson Institute, là on va vraiment retrouver les grandes entreprises américaines. Et puis dans toute cette mouvance-là, il y en a une qui est un peu en décalage, je dirais, c'est toute la partie conservatrice, qui est extrêmement influente, mais pas du tout de la même manière. On va jamais retrouver les grandes entreprises, on va dire entre guillemets, de l'establishment, mais elles sont très marquées idéologiquement, donc elles n'ont pas trop de difficultés pour justement trouver des financements. Il y a un troisième élément que je voudrais partager avec vous, c'est le poids du fédéralisme. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Évidemment, ces structures-là sont avant tout à Washington. Si on reprend le classement élaboré tous les ans par l'Université de Pennsylvanie, on peut considérer qu'il y a 22% des think tanks qui se trouvent à Washington, mais si on rajoute la Virginie qui est tout près, on arrive plutôt quand même à un quart. Pour mémoire, le PIB de Washington, entre guillemets, est inférieur à 1% du PIB fédéral. Donc on voit bien ici, évidemment, la démesure et le surpoids de Washington. Mais ça veut dire aussi que le reste des États-Unis représente à peu près, si on exclut ces cinq territoires, Washington n'est pas un État, je rappelle, donc on va dire ces 5 territoires, c'est à peu près 46%. Ça veut dire qu'au final, les think tanks sont présents sur tout l'ensemble du territoire américain. Et ça, c'est très important parce que si on ne peut pas appréhender la réalité américaine si on ne comprend pas, si on ne saisit pas le poids des États. Il faut savoir que chaque État a sa propre constitution, son propre mode d'élection, son
sa propre politique économique. Chaque gouverneur doit faire ce que fait n'importe quel chef d'État, c'est-à-dire comment attirer des universitaires, attirer des chercheurs, attirer des entreprises, etc., etc. Et donc, ce qui vous fait dire que les gouverneurs, les États américains sont en concurrence féroce l'un contre l'autre. En France, on n'a pas la Bretagne qui est en concurrence avec le Limousin ou Rhône-Alpes avec la région PACA. C'est une autre vision. Aux États-Unis, le Massachusetts est véritablement en concurrence avec le Texas, avec la Californie, etc., comme nous pouvons l'être avec l'Italie, l'Allemagne et ainsi de suite. Donc il y a 50 politiques, je dirais, d'attractivité économique. Et évidemment, une entreprise qui a des positions fortes dans un État se doit d'être présent également au niveau local. L'autre aspect que je voulais aborder avec vous, ce sont les fondations. Alors rapidement, les fondations, il y en a de 4 sortes. Si le sujet vous intéresse, il y a le Foundation Center qui tous les ans récolte toutes les informations là-dessus, qui en fait à peu près 87 000 aux États-Unis. Globalement, rapidement, elles se distinguent soit dans la manière de se financer, soit dans les programmes qu'elles développent. Soit elles font appel à des financements ouverts à tout le monde, c'est ce qu'on appelle des fondations publiques. Ça, c'est le cas des Community Foundations, et qui ont une focalité à visée uniquement géographique, donc elles vont développer un territoire, une région ou une ville, ou bien elles ont leur propre financement qui provient souvent d'une donation. En général, c'est un entrepreneur qui crée sa propre fondation et qui va développer donc cette fondation et qui va faire des dons. Alors soit elle fait des dons, c'est le cas des fondations indépendantes, c'est les premières, soit elle développe en interne ses propres programmes, et c'est le cas des Operating Foundations que vous voyez là. Là aussi, une présence diffuse, je dirais encore plus diffuse sur le territoire américain, qui est très importante. Faut bien voir que vous pouvez avoir une fondation qui est très influente au sein d'un État, même secondaire, dans une ville secondaire. Donc il y a cette vision-là qu'il faut absolument, je dirais, cette idée reçue en France, donc il y a un côté centralisation très forte de notre pays. Mais là, véritablement, on peut trouver des acteurs très influents et très forts un peu partout aux États-Unis. Alors je vais vous donner quelques chiffres pour prendre la mesure du poids, parce que c'est quand même intéressant. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais c'est quand même important pour savoir de quoi on parle. Si on prend l'ensemble de l'actif, voilà ce que ça donne. Ça donne 865 milliards de dollars, qui est quand même une petite somme assez rondelette. Ça, c'est des actifs, c'est-à-dire le patrimoine, essentiellement aussi des actifs financiers, et des dons qui étaient de 60 milliards. Alors, on ne va peut-être pas comparer des choux et des carottes, mais pour info, le budget R&D de la France, c'est à peu près un peu plus de 2% du PIB, c'est moins de 50 milliards d'euros. Voilà. Donc c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Alors, ce qui nous amène finalement à une fondation moyenne, c'est 10 millions d'actifs et 700 000 euros de dons, ce qui est vu d'Europe assez phénoménal. Si on se limite simplement aux 50 premières, voilà quelques chiffres qui sont assez éloquents. Évidemment, elles concentrent l'essentiel de la richesse des fondations et donc l'essentiel du poids politique derrière. Et pour vous en présenter quelques-unes, voilà qu'est-ce que ça donne. Alors, il y en a une qui est totalement hors norme, qui est la Fondation Gates, mais qui répond aussi à une logique qui est très particulière, puisque sa richesse provient à la fois de Microsoft, qui est quand même pas rien, et d'un accord fait avec Warren Buffett, qui fait que c'est une fondation qui est totalement hors norme, mais finalement les autres suivent derrière et elles sont loin d'être ridicules. Pas mal. Au niveau des actifs, au niveau des dons, c'est pas mal. Au niveau des dons aussi, ça vous donne quand même un peu la mesure et des sommes qui sont en jeu. Le premier poste, on va dire, de dons, ce sont les questions de santé, les questions d'éducation, mais les questions économiques viennent
pas très loin derrière, et on peut estimer que c'est à peu près 6 milliards, tout ce qui englobe la question économique. Alors la question économique, ça peut être à la fois du développement économique local, mais ça peut être également l'économie, les accords multilatéraux, enfin tout ce qui concerne j'ai le mot anglais qui me vient à l'esprit, excusez-moi, mais c'est tout ce qui concerne le commerce international. Pardon. Voilà. Si on parle des think tanks, là aussi, je vous présente ces acteurs parce que ça permet de comprendre leur puissance et donc derrière leur influence, et par rapport toujours au sujet qui nous préoccupe, c'est-à-dire celui de l'acteur économique et politique. Les entreprises vont effectivement ces acteurs vont être des relais pour faire passer un certain nombre de messages, pas simplement par simple esprit de lobbying, c'est parce qu'il y a une véritable aussi adhésion idéologique à un certain nombre d'idées. Et donc c'est quand même beaucoup plus facile de faire passer des idées lorsqu'on y croit. Mais derrière, il y a aussi des financements qui sont assez importants. Pour les besoins de cette conférence, par exemple, je me suis amusé à mettre à jour des chiffres que j'avais eu l'occasion de traiter il y a quelques années. Et en l'espace de 5-6 ans, certains ont fait de la culbute, c'est-à-dire qu'on est passé de 70 à pratiquement 110 millions de chiffre d'affaires. Finalement, c'est un chiffre d'affaires, c'est des revenus, c'est l'équivalent d'un chiffre d'affaires. Donc cette culbute, elle s'explique d'abord parce qu'il y a un certain nombre d'actifs financiers et donc la bourse a monté automatiquement. Les sommes ont augmenté avec, mais également parce qu'il y a systématiquement un travail de collecte de fonds qui est fait. Et ce qui est intéressant ici, ce sont les deux idées par rapport, si on veut les comparer avec les think tanks plutôt européens. C'est évidemment la différence, c'est l'écart de revenus, vous en conviendrez, mais c'est également tout simplement l'origine du financement qui est bien souvent en Europe encore un financement public plutôt qu'un financement privé. Alors je vous rassure, c'est pas parce qu'il y a un écart d'intelligence, ça n'a rien à voir. C'est simplement que parce qu'évidemment sur les chiffres que j'ai présentés dans le slide précédent, une part assez importante concerne des salaires. Une part aussi tout aussi importante concerne tous les frais de stratégie, marketing, communication. Il n'en reste pas moins qu'il y a une très grosse part pour mener l'activité de recherche, évidemment, mais on s'aperçoit aussi quand on travaille sur un certain nombre de sujets au long cours que bien souvent ce sont un peu les mêmes idées qui reviennent, mais retravaillées, représentées de manière différente. Donc ça n'impacte pas, je dirais, sur la qualité du travail qui est fait en Europe, par exemple, mais c'est vrai que ça impacte en tout cas sur la capacité à pousser certaines idées et à faire en sorte que la partie adverse aussi s'approprie vos propres idées. Alors, l'origine, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Il est évident que cette partie, l'origine, elle est essentielle. C'est avant tout de la collecte. Mais ce tableau est intéressant parce qu'il vous montre au fond que tous ces acteurs ne sont pas sur un pied d'égalité. Vous en avez certains qui dépendent exclusivement des donateurs et d'autres qui, en revanche, ont leur propre politique, je dirais, ont leur propre budget. Lorsqu'on prend la Carnegie, par exemple, à peu près la moitié de son activité peut être générée de manière indépendante. Donc derrière, évidemment, vous avez une capacité aussi à pousser certaines idées qui sont les vôtres et pas simplement celles de vos donateurs pour aller un peu rapidement. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, 12 minutes. OK, donc je vais un petit peu accélérer. Au final, d'un mot, ce sont des acteurs qui, évidemment, ont cette capacité de créer des alliances, de diffuser des idées, qui ont également une présence internationale parce que soit les plus importants ont des bureaux à l'étranger, soit parce que ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a un programme qui est fait, et ce programme-là, ensuite, est présenté dans les grandes capitales mondiales. Quand vous êtes sur des sujets économiques ou des sujets
un peu diplomatiques, mais qui ont une résonance économique ou pas d'ailleurs, on a une équipe qui va se balader d'un pays à un autre, d'une capitale à une autre, et donc qui développe ses propres idées. Il y a au final, et c'est ça peut-être la grande force, c'est ce côté totalement rouleau compresseur que l'on va retrouver, parce que tous les jours vous êtes abreuvés, vous êtes bombardés d'articles, de blogs, d'auditions congrès, de rapports dans tous les sens. Et c'est vrai que lorsque vous travaillez sur un sujet, peu importe lequel finalement, vous êtes forcément face à plusieurs dizaines de personnes qui travaillent sur le même sujet et qui donc vous bombardent effectivement, vous canardent d'informations. Et le point intéressant, c'est que toutes ces structures-là sont évidemment en concurrence les unes avec les autres. Parfois, elles peuvent être en partenariat, mais elles sont souvent en concurrence avec les autres. Je vais, si j'ai 10 minutes, je vais un petit peu accélérer si vous m'en tiendrez par rigueur. On pourra revenir si vous avez des questions sur cette partie-là, qui est une partie évidemment qui est un peu la limite du système parce qu'on a un tel déversoir d'argent d'une certaine manière que les dépenses engagées sont totalement disproportionnées, qu'elles posent un problème en termes, je dirais, démocratiques. Notamment le poids des dépenses au Congrès. Là, je passe un peu rapidement, mais si vous n'hésitez pas à revenir tout à l'heure si vous avez des questions. C'est le cas, évidemment, du lobbying au Congrès. Pour vous donner quelques chiffres, il y a un chercheur qui, il y a 2-3 ans, a fait une analyse rapide. Il y a à peu près, il y avait 2,6 milliards de dollars qui étaient dépensés en dépenses de lobbying par les entreprises au Congrès, c'est-à-dire sensiblement plus que les 2 milliards de frais de fonctionnement de ce même congrès. Voilà. Donc c'est des chiffres qui quand même commencent à interpeller. Également, il y a une interrogation même au niveau des think tanks, parce que bien évidemment, parfois, à force d'aller chercher la collecte d'argent, certains franchissent un peu la ligne jaune. Et donc, il y a eu toute une série d'enquêtes sur un certain nombre de think tanks, notamment les plus, on va dire, parmi les plus importants, sur le fait que finalement, on était à la limite du lobbying. Et puis, dernier point, sur le philanthrocapitalisme, qui est finalement la professionnalisation de la philanthropie. C'est-à-dire qu'on a là, aux États-Unis, des fondations les plus récentes qui finalement sont gérées comme des entreprises. Et de manière un peu par rapport aux plus anciennes fondations type Rockefeller, par exemple, ou Ford Foundation, qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience. Le fonctionnement n'est Bon, il y a des petites nuances. Il y a une vraie volonté business derrière, c'est-à-dire qu'on applique tout simplement des idées managériales. Ça marche, on lance un programme, ça marche, ok, ça marche pas, hop, on passe à autre chose et on change. Et donc la limite de l'exercice, c'est que oui, d'un côté, il y a beaucoup d'actions qui sont menées, il y a beaucoup d'idées qui sont faites, mais c'est aussi des structures qui n'ont pas trop de comptes à rendre au public et notamment, je dirais, aux autorités public, puisque finalement, ce sont des structures qui touchent, qui mettent en place des politiques publiques, mais qui n'ont pas de compte à rendre sur ces questions-là. J'aborde le troisième et quatrième point, qui est cette vision industrielle que l'on a. Là aussi, je reviens sur une idée un peu toute faite, qui est celle de deux adolescents qui créent une entreprise dans le garage et qui disruptent le monde, etc. Ça, c'est une très belle histoire. C'est parfait pour le storytelling. C'est effectivement en partie vrai, parce qu'il y a une réalité qui est indiscutable, c'est l'esprit entrepreneurial et l'esprit d'innovation, sauf qu'on oublie juste la moitié de l'histoire derrière. C'est-à-dire que, pour prendre des entreprises emblématiques aujourd'hui, probablement que Google ne serait pas Google sans la DARPA ou SpaceX sans la NASA. Autrement dit, et c'est ça un point qui, à mon sens, est vraiment important, c'est le rôle clé des autorités, des structures fédérales. Ces structures fédérales, à un moment, elles ont la réflexion de se dire il y a une stratégie économique derrière et il y a une capacité d'innovation derrière. Parce qu'au fond, ce sont des structures qui se disent bon, j'ai pas les moyens en interne, j'ai pas les compétences financières, même si ça peut nous faire sourire en Europe, j'ai pas suffisamment de compétences financières, pas suffisamment de compétences économiques ou technologiques ou humaines, donc je vais aller chercher les compétences ailleurs. Et autrement dit, ces mêmes structures vont faire confiance à des startups qui, elles, ont tout approuvé.
Et c'est ça probablement qui est assez fascinant au fond. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de SpaceX en début d'année, mais SpaceX était en situation de quasi-faillite au moment où ils ont décroché un appel d'offres de la NASA, il y a quelques années. Et un appel d'offres qui a permis quand même d'assurer des fins de mois un peu difficiles, puisque de mémoire, l'appel d'offres tournait autour de 1,5 milliard de dollars. Ça veut dire derrière que la NASA a écarté des structures comme Boeing et Lockheed Martin pour faire confiance à d'autres structures qui étaient en situation d'échec, parce que SpaceX, à ce moment-là, était en situation d'échec. Et c'est ça probablement qui est la chose la plus importante, la chose la plus intéressante, et c'est cette interaction, là encore, entre le monde économique et le monde politique. Il y a également l'attraction des universités. Je passe rapidement sur ce sujet-là, mais c'est un cercle vertueux. L'université permet aux étudiants de créer leurs propres entreprises. Elle met des billes dans la boîte. Elle a ses propres fonds, et ainsi de suite. Voilà, je ne m'attarde pas là-dessus, mais vous l'aurez compris. Au final, qu'est-ce que ça donne? Cette conjonction d'éléments, ça vous donne tout simplement une capacité à créer de nouvelles industries, une capacité à créer de nouveaux marchés et à fixer de nouvelles règles. Et une fois que vous avez fixé les règles, c'est terminé. C'est le principe de la normalisation. Là, il y a des États qui sont particulièrement doués pour verrouiller les règles. Et une fois que vous avez verrouillé les règles, vous avez verrouillé le marché. En Europe, les Allemands sont très bons là-dessus, par exemple. Dernier aspect, et je pense que j'aurais tenu les 10 minutes. Le dernier aspect, c'est évidemment l'arme juridique. Alors ça, c'est évidemment l'aspect peut-être le plus sensible, parce que c'est celui qui véhicule le plus de fantasmes entre l'imbrication entre État et entreprise. Mais il faut aussi, je pense, faire l'effort de l'appréhender de manière différente. Alors, la première, c'est probablement de faire l'effort quand même de comprendre que la réalité américaine ne correspond pas tout à fait à la vision colbertiste que l'on a en France de l'État. Même s'il y a une tendance à la centralisation au niveau de l'exécutif, il faut bien voir que l'administration américaine, historiquement, maintenant, tout ce que l'on peut dire sur les États-Unis est un peu en point de suspension depuis un an. Mais enfin, disons que l'administration américaine est institutionnellement moins forte que ne peut l'être l'exécutif français. C'est-à-dire qu'il y a un sacro-saint principe de séparation des pouvoirs qui, à un moment ou à un autre, va jouer, alors que on pourra dire qu'en France, le poids de l'exécutif est toujours plus important que celui du législatif, sous la Ve République. Il y a aussi, je dirais aussi une mauvaise conjonction politique qui ne date pas de Trump, à vrai dire, qui fait que le Congrès cherche à bloquer systématiquement la Maison-Blanche. Et donc, ce blocage politique, la nature ayant horreur du vide, ce sont plutôt les agences fédérales qui peuvent récupérer ce vide et qui peuvent aussi imposer un certain nombre de décisions. Et une fois qu'on dit ça, il y a juste, dans le domaine économique, c'est un petit préambule pour aborder la partie économique, c'est que vous avez un principe et deux barrières de protection. Le principe, c'est la liberté d'entreprendre. Bon, ça c'est grand classique, c'est le droit de la concurrence, liberté de marché, très bien. Et puis vous avez deux barrières de protection. La première, c'est la lutte anticorruption et compliance, qu'on appelle la FCPA, qui est donc l'acronyme pour le Foreign Corrupt Practices Act. Et l'autre barrière de protection, c'est la notion assez vague de sécurité nationale, dont vous avez eu un exemple en début de semaine, qui est donc dont le rôle clé est joué par le CFIUS, et le CFIUS qui est donc le Committee on Investment, Foreign Investment in the United States. Donc c'est celui qui décide au final, qui recommande en fait au président américain s'il faut oui ou non valider une opération de fusion entre deux entreprises. La décision qui est rendue est arbitraire. Donc c'est un rôle clé. C'est un rôle clé d'autant plus qu'il est présidé par le secrétaire au Trésor et font partie de cet organisme, de cet organe, l'ensemble des départements américains et toutes les, je dirais, les agences fédérales les agences fédérales clés, notamment les conseils économiques, les renseignements, etc. Donc on a ici un écosystème qui est très intéressant puisqu'on a véritablement un partage et une remontée d'informations et un travail qui se fait de concert.
Alors, c'est important d'avoir tout ça en tête lorsqu'on fait référence aux fameuses affaires dont je parlais en début de conférence, qui, elles, défraient la chronique, effectivement, c'est systématiquement, mais vous reconnaîtrez que le nombre est quand même inversement proportionnel au buzz médiatique. Leur point commun, au final, c'est avant tout la convergence entre les intérêts stratégiques des entreprises et les enjeux de sécurité nationale. Et lorsque vous avez en fait une conjonction des deux, un alignement des planètes, eh bien effectivement, vous avez la transformation d'une situation concurrentielle en un rapport de force diplomatico-économique. Mais ça, si vous voulez, c'est clairement assumé. Et ça fait 20 ans que ça existe. Si on reprend il y a un activisme donc, de la justice américaine qui est clairement assumé. Là, ce sont des chiffres que je vous ai sortis qui proviennent d'un rapport de l'OCDE. Vous voyez bien qu'entre 1999 et 2014, voilà, les États-Unis ont traité 128 dossiers juridiques. Donc c'est totalement assumé et c'est dommage de parler de complot, vous m'excuserez, mais c'est dommage de parler de cela parce qu'il y a véritablement une stratégie qui est à l'œuvre et qui probablement joue en fait un rôle encore plus important justement du fait du blocage du blocage politique dont je vous parlais tout à l'heure. Parce que si le politique ne joue pas son rôle, ce sont les agences fédérales derrière qui jouent un rôle et qui s'emparent du sujet. Voilà. Donc, j'ai quasiment terminé. Je conclus pour vous dire, voilà, j'ai essayé d'être bref, de vous présenter 4 éléments qui, à mon avis, font qu'au final, on peut parler d'acteurs économiques et politiques, et surtout de la manière dont les entreprises, au final, s'efforcent d'anticiper des enjeux, s'efforcent de mettre en place des financements aux besoins et d'innover tout simplement pour développer les marchés à venir. Je vous remercie de votre attention et à votre disponibilité pour des questions. Bien, merci donc pour cet exposé limpide et avec évidemment un respect scrupuleux du timing. Je crois qu'aucune agence fédérale ne pourra vous poursuivre pour dépassement de votre temps. Bravo. Je sais bien que ce n'est pas évident vu la densité de la matière que vous nous proposez. Alors peut-être pour amorcer la discussion, on peut toujours s'interroger sur la première question que l'animateur peut poser en premier. Ça serait déjà de voir quelles sont aujourd'hui les différentes affaires qui ont conduit, je pense au Crédit Agricole et je pense à la BNP, devant la justice américaine, avec parfois des montants tout à fait considérables. Il y a un épisode qui me vient à l'esprit pour rebondir directement sur la dernière partie de votre exposé. Pendant un temps, le président du Nord-Soudan a été considéré comme une persona non grata et poursuivi par la Cour pénale internationale. Il est toujours d'ailleurs l'objet de poursuites. Les États-Unis avaient considéré que, bien entendu, il n'était pas question de développer des investissements de ce type et que par voie de conséquence, tout investissement dans ce pays pouvait conduire l'entreprise étrangère à être poursuivie devant la justice américaine. Il s'agit d'Omar el-Béchir. Depuis maintenant une année, il semblerait qu'à la suite de la crise entre le Nord-Soudan et le Soudan Sud, il semblerait que Omar el-Béchir ne soit plus tout à fait l'odieux personnage qu'il était censé être il y a quelque temps, et qu'il est toujours en réalité, je pense que personne ne me contredira sur ce point. Et actuellement, il semblerait que ce que la justice fédérale américaine impose aux entreprises étrangères, et notamment européennes, ne soit pas valable pour les entreprises américaines. C'est-à-dire que là, on peut véritablement parler de justice à deux vitesses ou de partialité assumée. Alors peut-être, en première réponse, avant de donner la parole au reste de la salle, sur ce point très particulier des sanctions sur des entreprises européennes. Là, vous avez abordé un point très, très spécifique.
si vous voulez, au départ, ce qui étonne toujours, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la réelle politique, effectivement. Bon, celle-là, elle est comme elle est. Et puis après, il y a le fait je dirais, de reprocher quelque chose. Bon. Et ce reproche, il doit bien se baser sur le droit. Parce que, voilà. Alors parfois, effectivement, la ficelle est très grosse, elle est même extrêmement grosse, ça c'est évident, mais je dirais qu'il ne faut pas mélanger la ficelle et ce que l'on reproche. C'est-à-dire que parfois, je pense que tout simplement, c'est la difficulté il faut bien, lorsque si vous voulez, les agences ou les agences en charge de ces dossiers reprochent quelque chose, dans une démocratie, vous devez quand même, à un moment ou à un autre, vous rapprocher du droit. Mais la ficelle n'est pas inventée. Vous voyez, il y a d'autres pays qui vont vous inventer la ficelle au moment du procès. Là, la ficelle, elle existe. Elle est parfois, effectivement, très grosse. Et la difficulté, à mon sens, c'est de ne pas pousser des cris d'orfraie à chaque fois qu'il y a ce type d'affaires. Mais c'est entre deux affaires de trouver les moyens de répondre. Voilà. Et c'est ça qui, effectivement, du point de vue européen, est totalement choquant parce que, effectivement, on fait mine de découvrir à chaque fois ce système à la fois juridico-politique, mais les règles, encore une fois, elles sont clairement assumées, elles sont dites, elles sont exprimées même, je veux dire, explicitement. On va vous faire payer vos affaires de corruption. Bon. Est-ce que ça veut dire que les Européens sont plus corrompus que les autres? Non, je ne crois pas. Bon. Et puis surtout, la notion de corruption, souvent, elle a une définition qui est très culturelle. Parce que, si vous voulez, lorsque vous êtes patron ou haut dirigeant au sein d'une fédération, d'une agence fédérale, et que vous passez ensuite, vous êtes recruté par une entreprise que vous êtes censé contrôler, on peut considérer que c'est de la corruption, mais légalement, ça ne l'est pas. Ah, donc c'est moral. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, la difficulté, si vous voulez, c'est d'avoir suffisamment de billes pour dire maintenant on arrête de jouer à ce jeu-là. Et qu'on le veuille ou non, pour moi, les billes, elles passeront par l'Europe. Elles ne passeront pas par la France et pas par l'Allemagne, si grande soit-elle en termes de puissance exportatrice. Ce n'est que par l'Europe. Et c'est aussi, je pense, mais là c'est vraiment uniquement mon opinion, c'est que c'est ça peut-être la difficulté américaine, c'est que, enfin, la difficulté que l'on a vis-à-vis des États-Unis, c'est que, pardon, excusez-moi, c'est qu'ils se conçoivent comme puissance. C'est-à-dire que, tout simplement, on entend souvent, en France notamment, mais partout en Europe, les entreprises européennes ne peuvent pas, faire une croix sur le marché américain. Elles sont obligées d'être aux États-Unis et donc elles sont obligées de passer sous les fourches codines américaines. Ok. Sauf qu'il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est que les entreprises américaines ne peuvent pas faire l'impasse sur le marché européen. Mais ce bout de phrase-là, je ne l'entends jamais. Voilà. Et c'est là où on est dans un rapport de force. Après, le droit n'est que l'habillage d'un rapport de force. Il n'empêche quand même que sur un certain nombre d'affaires qui ont été traitées, il y a quand même quelque chose qui met mal à l'aise. C'est-à-dire sur l'affaire Alstom, par exemple, ou BNP Paribas, il y a quelque chose qui met mal à l'aise. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que du côté américain, du côté européen, on n'a rien à se reprocher. Voilà. Bien. Mais il faut être capable de faire l'inverse. Je crois que vous pouvez déjà noter cette citation. Le droit n'est que l'habillage d'un rapport de force. Je crois qu'au moins les choses sont dites et sont dites clairement. En tout cas, merci pour cette précision. Alors, j'attends la première question. Madame Désine, merci et bonjour, qui est ici au premier rang. Ensuite, mademoiselle, derrière, troisième rang, derrière Madame Désine. Donc, bonjour. Ça marche ? Oui. Merci, Monsieur Dienat, de cette très, très riche présentation et de beaucoup de chiffres. J'ai deux questions, mais avant, je veux bien continuer le débat sur ce qui vient d'être dit. Il se trouve qu'à mes moments perdus, je suis juriste. Donc j'adhère à la citation que le droit n'est que l'habillage d'un rapport de force. Et en l'occurrence, le point commun entre ces affaires ici qui sont sur l'écran, qui sont des affaires de corruption, et l'affaire BNP, qui n'est pas une affaire de corruption, mais d'utilisation de dollars dans un pays ciblé par un embargo des États-Unis, c'est la notion d'extraterritorialité.
Et donc, pourquoi les Américains se sont-ils acharnés sur les entreprises européennes? Et c'est vrai, c'est parce que la main sur le cœur, ils utilisaient leur législation, FCPA, avec effet extraterritorial, en disant dès lors que vous avez un pied aux États-Unis, vous êtes passible de notre loi. Et dans le cas français, ils s'appuyaient sur des rapports de l'OCDE disant que nous n'avions pas de droit interne suffisamment strict et donc qu'il leur incombait à eux, gendarmes du monde juridique en particulier, de faire la loi. Alors ce qui est intéressant, mis à part bien sûr le rôle de l'Europe, et j'adhère complètement, c'est que nous avons maintenant la loi Sapin 2 qui augmente les sanctions, qui a d'ailleurs un certain effet extraterritorial, donc il faut voir si quelque part cela va changer la donne. Mais les États-Unis ont toujours un double discours, ils ne sont pas naïfs et il reste à la France et à l'Europe d'apprendre cette absence de naïveté. Alors mes deux questions sont un peu techniques, mais si vous voulez les évacuer, c'est pas très grave. La première, sur les chiffres, vous dites que les think tanks, qui sont effectivement très très importants aux États-Unis, ont fait la culbute depuis quelques années. Et je me demandais si vous aviez suffisamment de chiffres depuis que Trump est au pouvoir pour déceler ce qui s'est passé, par exemple, pour les abonnements aux journaux. Le New York Times a vu ses abonnements en ligne multipliés par 2, parce qu'il faut s'informer normalement contre la propagande de Fox News et les autres. Est-ce que les think tanks de gauche, pour faire simple, Brookings, Peterson Institute for International Economics, ont vu leurs chiffres plus accrus que ceux de droite, comme AEI ou Héritage? Et l'autre, bon, c'est vrai que les think tanks sont très puissants parce qu'ils bénéficient d'un statut fiscal très favorable, tout comme les fondations, mais en théorie, nous le savons tous, ce statut les empêche de faire du lobbying. Donc je voulais savoir si vous pensiez que cette frontière était respectée. Bon, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Alors, sur le principe d'extraterritorialité, j'adhère totalement à ce que vous venez de dire. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour rappeler qu'il y a un très bon rapport de l'Assemblée nationale qui date de octobre 2016, bipartisan d'ailleurs, fait par les anciens députés Lelouch et Berger, et qui revient très longuement sur l'analyse juridique de cet effet extraterritorial. Concernant les think tanks, alors malheureusement c'est un peu trop tôt, je dirais, mais c'est une très bonne question dans le sens où effectivement il faudra s'interroger pour voir s'il y a une évolution. Intuitivement, j'aurais tendance à vous dire non, parce qu'il y a quand même, c'est ça la particularité, ce sont des structures qui ne sont jamais idéologiques, jamais partisanes, mais qui le sont quand même complètement. Donc je dirais que les think tanks conservateurs n'ont pas attendu Trump pour se développer, s'enrichir. Pareil du côté plutôt à gauche de l'échiquier américain. La deuxième question sur le lobbying, vous disiez oui, c'était sur le lobbying des think tanks, c'est ça? Alors, j'ai pas pu développer vraiment cette partie-là. Simplement, le statut fiscal est fondamental parce que c'est évident que quand vous bénéficiez de ce qu'on appelle, vous êtes une association dite 501C, c'est-à-dire c'est l'article du Code des impôts américains qui vous permet de bénéficier d'exemptions fiscales. Si vous n'avez pas ce statut-là, c'est votre business model qui s'effondre en somme, parce que du coup, vous êtes obligé d'être un lobbyiste. Malgré tout, quand même, et je n'ai pas eu la possibilité de le développer, il faut pas tout mettre sur l'exemption fiscale. Il y a une réalité américaine très très forte qui est le bénévolat. Et la réalité américaine est composée se repose sur un trépied. Vous avez l'État, vous avez le secteur privé et vous avez le secteur bénévole qui est un secteur économique à part entière. Et cette notion du give back est très très forte aux États-Unis et elle n'est pas limitée, je dirais, aux classes très riches. C'est tout le monde qui doit donner du temps et de l'argent, mais certainement pas que de l'argent. Il y a aussi du temps à donner. Et si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas très bien vu au sein de la population américaine. Et souvent, c'est au niveau local. Ça peut être l'église, l'école, mais aussi l'université. Donc, oui, il y a l'exemption fiscale, mais il n'y a pas que ça. Il y a véritablement une volonté de rembourser. Alors, une question, puisqu'il nous reste 2 minutes. Question courte, oui. Réponse courte. Oui, j'ai une question très courte. Merci beaucoup pour votre communication. Mais j'ai une question très pratique. Pourriez-vous parler un tout petit peu de votre entreprise? Si je comprends bien, vous êtes fondateur de la NHE. Que faites-vous et comment est-ce que c'est possible d'appliquer ces connaissances académiques dans la vie professionnelle dehors
le secteur académique. Bon, je suis pas forcément ici pour faire la publicité de mon cabinet. Visiblement, vous y êtes invité. Non, en fait, si vous voulez, j'ai toujours été, ce qui m'a toujours, mais ça c'est vraiment à titre personnel, j'ai toujours voulu mélanger un peu d'analyse et de théorie avec la pratique quotidienne. Donc j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, plusieurs cabinets de conseil. J'ai énormément appris en analysant à la fois des aspects économiques, parfois des aspects d'influence, des aspects géopolitiques, des aspects d'entreprise, l'analyse concurrentielle tout simple. Donc voilà. Et puis mon biais personnel, mais probablement parce que j'avais à un moment de ma vie caressé l'idée de faire une thèse, donc peut-être que voilà, ceci explique cela. J'ai voulu mélanger les deux et me dire qu'est-ce qu'on peut en retirer de toutes ces missions de conseil et d'études que je peux être amené à faire au long cours. Est-ce qu'il y a des choses à faire ressortir et à exposer devant des étudiants? Voilà. Bien, je crois que nous sommes parfaitement dans les temps. Merci. Merci de votre présence. Alors vous notez bien la loi 501C. C'est l'article 501C. Nous avons en France la loi de 1901. Elle est peut-être un peu différente, mais elle concerne l'association que je préside, les Clionotes, sur laquelle vous trouverez, et c'est cela que je voulais vous dire, sur laquelle vous trouverez un compte-rendu de cette conférence en ligne le plus rapidement possible. Je sais que j'ai mes collaborateurs qui sont dans la salle pour cela. Merci, bon après-midi et bonne suite de festival. Merci à vous.